Alors, donc je vous parlais donc d'un voyage, et ce voyage, évidemment, il y a des œuvres donc sélectionnées par Gaël qui sont arrivées ici au Masque et que vous possédez ici au Sable d'Olonne et qui ont eu cette destination. Mais vous savez, quand il y a une destination, eh bien, il n'y a pas qu'une destination géographique ou une destination spatiale, pas du tout. Il y a une destinée. Et effectivement, je voulais vous parler un petit peu avec vous. Je voudrais tracer peut-être dans les grandes lignes, peut-être le voyage de l'œuvre de Léna Vendré, et ainsi que au travers de sa biographie, bien entendu, très, très mouvementée, elle aussi. Alors, d'abord, je vais vous dire aussi que je ne vais pas beaucoup parler moi, enfin, disons, je vais surtout donner la parole à Léna Vendré. Je vais lui donner la parole parce que elle est à la fois donc artiste, mais écrivain aussi, et dans plusieurs langues, dans sa langue maternelle l'allemand, dans le français sa langue adoptive, et par conséquent, je voulais vous montrer, voyez par exemple, je commence par ça, parce que je voulais vous attirer votre attention sur un des manuscrits. J'adore tout ce qui est manuscrit et imprimé. Et donc, le manuscrit, ici, voilà ce que Léna Vendré parle, quand elle dit « situation de Léna Vendré ». Et donc, elle parle ici, elle a écrit ce texte, et j'attire votre attention, je voulais que vous voyiez une page manuscrite de Léna Vendré. Vous en verrez encore une autre, et encore une autre, je crois. Eh bien, je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est une artiste, une écrivain qui écrit d'un trait. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a aucune tache, aucune rature, rien du tout. C'est très enviable, croyez-moi. Donc c'est formidable de côtoyer quelqu'un qui écrit vraiment dans l'élan et d'un seul jet, vraiment. Et dans le jet de sa pensée, parce que la pensée, telle que vous la voyez écrite là, elle était là et elle est sur le papier. Alors donc, je vais tout de suite vous dire comment elle se présente. Léna Vendré, elle dit qu'elle est elle dit, je ne suis pas une artiste, non. Il y a eu plusieurs fois des confrontations avec certaines de ses contemporaines qui se disaient, mais tu comprends, je vous donne, je vais me permettre d'être assez, comment vous dire, d'être assez naturelle. Parce que chaque fois que je vous dis quelque chose, je revis la situation. Et donc, je voudrais vous la faire partager. Et par exemple, lors de confrontation avec, et ça va rejoindre déjà un élément qu'a évoqué tout à l'heure François, lorsque, donc dans une assemblée avec des amis artistes, etc., il y a une artiste qui dit « Oui, tu comprends, mais moi je suis artiste, tu comprends ?» Et ça explique tout. Léna lui rétorque, la regarde et lui rétorque « D'accord, peut-être que ça explique tout, mais ça n'excuse rien. » Voilà, donc ça rejoint ce que vous dites. Et donc, c'est pour vous donner le ton de cette vie. Cette vie a été une vie de combat, ça a été une vie, la vie d'une artiste hors la loi. J'anticipe un peu, presque sur ma conclusion, mais vous aurez conclu par vous-même. C'est une artiste hors la loi, et donc, c'est-à-dire une artiste rebelle. Et par conséquent, elle vous dira, par exemple, pour se définir, l'artiste se voit comme
ouvrière culturelle. Elle se dit ouvrière culturelle parce que l'art est quelque chose que c'est une création, certes, mais à un moment donné, dans un autre texte, Léna dira plus tard, l'art, c'est quelque chose qui cède la place peu à peu, parce que dans l'art, dans la création, il y a à chaque fois, il y a la douleur et le doute. Et dans ces deux éléments, là, dans la création artistique, il y a un moment où l'artisanat prend la main. L'artisanat, c'est parce qu'on travaille de ses mains. Et cet artisanat, Léna était absolument adepte de tout ce qui était la ferveur manuelle, vraiment. Et par conséquent, elle a jamais négligé ou elle n'a jamais négligé une réponse ou une réponse disons manuelle, parce que elle disait donc que l'art est quelque chose donc qui cède peu à peu la place à l'artisanat. Et le doute s'en va peu à peu, mais parce que l'artisanat prend la main, mais la douleur reste à l'infini. Ça, c'est dans un autre texte qu'elle dira cela. Et donc, je voudrais vous dire que Léna Vendré se voyait également une messagère, parce qu'elle disait que elle ne se sentait pas comme... elle sentait qu'elle n'avait pas choisi, elle a été choisie. Et donc elle disait que c'était une responsabilité de créatrice et qui se fait dans la solitude. Et c'est une manière de garder un lien avec l'histoire avec un grand H, en la faisant apparaître dans des métaphores de la métaphysique, aux sources d'un savoir-faire transcendé par les espaces d'une géométrie autre, parce que tout artiste est dans une géométrie autre, et où l'essence et les formes d'expression restent toujours indissociables. Voilà comment Léna se voyait en tant qu'artiste et plutôt artisane. Et comment commence cette vie? C'est dans une biographie, alors déjà, juste très rapidement, les ascendants. Il y a déjà, au départ, il y a évidemment des difficultés, parce que du côté maternel, ses ascendants maternels, pas de sa maman, donc maternelle, sont issus des villes hanséatiques les villes hanséatiques, donc la Hanse, au bord de la mer du Nord, c'est-à-dire Hambourg, Brême, Lübeck. Et du côté, ce sont des patriciens, c'était des familles très aisées, avant le nazisme, très aisées, des banquiers, des constructeurs, des banquiers, des bâtisseurs. Et du côté paternel, Léna Vendré est huguenote, c'est-à-dire son père était baron, et donc un baron huguenot dont les ancêtres étaient partis lors de la révocation de l'édit de Nantes. Et ils sont allés évidemment se réfugier en Prusse orientale, où Frédéric II les a accueillis les bras ouverts, bien sûr, et à bras ouverts. Et donc, cette double ascendance, Léna a beaucoup réfléchi à cela, et elle a décidé, donc ce qui vous expliquera plus tard, lorsqu'elle a 18 ans, elle tourne le dos à l'Allemagne, elle dit bien, elle ne quitte pas l'Allemagne, elle tourne le dos à l'Allemagne, c'est dit dans des textes, elle tourne le dos à l'Allemagne parce qu'elle ne peut pas vivre, elle dit qu'elle ne peut pas vivre dans un pays frappé subitement d'une amnésie collective.
parce que ce qui s'est passé juste 5 ans avant, eh bien, plus personne n'en parlait et c'était absolument sujet tabou. Par conséquent, elle ne pouvait pas vivre dans un pays de la sorte. Et alors que nous sommes, je vous annonce que nous sommes au début de la décennie 60. Léna est partie dans l'hiver 59-60. Elle a 18 ans. Et elle quitte, donc, elle s'en va et elle tourne le dos parce que elle ne peut pas supporter justement ce brusque miracle économique allemand. Nous sommes en pleine ère Adenauer, c'est-à-dire le miracle économique allemand. Et par conséquent, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais en terre ennemie, c'est-à-dire l'ennemi héréditaire, je vais en France. Ça a été un choix absolu et légitime, dit-elle dans un texte. Légitime et volontaire. Ça a été un exil volontaire. Et cet exil volontaire, avant, peut-être juste un tout petit peu, j'ai été un petit peu rapide, là, mais par exemple pour l'exil, avant cet exil volontaire, juste quelques éléments peut-être qui vous parleront plus que mon long discours. Par exemple, voilà un dessin d'enfant. Voilà, alors juste pour vous brosser le tableau de ces enfants. Léna est née en 41, c'est-à-dire pendant la guerre. Elle est née donc dans l'Allemagne détruite et en plus une Allemagne déportée vers la Pologne. Elle est née par hasard lors de l'avancement des troupes nazies en Pologne, le nazisme avait annexé la Pologne. Donc, elle est née par hasard donc à Breslau. Toutes les villes polonaises avaient été rebaptisées en allemand et c'est la Wrocław actuelle. Et donc, au retour à la débâcle, donc en 1945, je fais tout de suite le lien avec ce que vous voyez là, c'est-à-dire c'est l'enfance. Tous ces enfants qui sont nés dans les ruines de l'Allemagne, qui sont nés avec... Alors, il y a plusieurs concepts dont je vais vous parler. C'est un concept qui est très allemand, c'est-à-dire un enfant avec la clé autour du cou. C'était ces enfants-là qui naissent dans les ruines, qui jouent dans les ruines, qui ont 4, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans dans les ruines de l'Allemagne. Eh bien, ces enfants ont une clé autour du cou pour qu'on les retrouve, qu'ils ne se perdent pas. Donc ça, c'est vraiment un concept très après-guerre, hein, ça. Donc ça, c'est das Schlüsselkind. Ensuite, elle a ce dessin, voilà. Là, on est un peu en avant peut-être. Peut-être on revient peut-être en arrière. Voilà un dessin. Là, je voudrais dire quelque chose là-dessus. Là, par exemple, c'est le portrait, c'est une page d'un de ces cahiers de géographie à l'école primaire. À l'école primaire. L'enfant a 8 ans. Et donc, ces enfants-là, alors que je dise, ces enfants, donc, d'abord, pour expliquer, vous voyez la symétrie, vous voyez la minutie de ce dessin. Eh bien, vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que, après le chaos absolu, eh bien, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'harmonie absolue. Et tous les cahiers, j'ai tous les cahiers encore de classe de Léna Vendré, tous ces cahiers de classe ont cette minutie. Elle était d'ailleurs jugée comme enfant un petit peu, ce qu'on appelle maintenant enfant précoce, enfant surdoué, voilà. Et elle était, c'est vrai, c'est professeurs. J'arrive aux professeurs. Vous savez qui étaient les enseignants de cette époque-là? Les enseignants de cette époque-là étaient dans le même lycée. Il y avait les enseignants
les nostalgiques encore du régime tombé, les nostalgiques du nazisme, et il y avait ceux, les quelques rescapés, revenus avec leur numéro sur le bras. Voilà ce qu'était le corps enseignant sous l'ère Adenauer. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est absolument terrible lorsque on se figure cela. Et les enseignants, évidemment, qui revenaient des camps, les quelques rescapés, eh bien, étaient très bienveillants, vous vous en doutez, bien sûr. Donc, voilà par exemple ce dessin. Ensuite, il y avait le... Oui, voilà. Alors là, nous arrivons à l'adolescence. Oui, voilà cette adolescente-là, sur ce... elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Alors, il y a donc cette scolarité un petit peu chaotique, mais il y a également, pendant cette adolescence, où elle suit des cours dans c'est une école, un lycée scientifique avec des cours de type des cours de commerce. Et donc, correspondait pas du tout à son état d'esprit, puisqu'elle se trompait tout le temps dans les chiffres. Et donc, voilà l'adolescente. Cette adolescente-là était une adolescente, donc nous sommes à Hambourg, dans un appartement qu'elle partage avec donc sa maman et sa mère. Les parents sont déjà séparés. Et donc, à Hambourg, dans cet appartement, elle est insomniaque, elle ne dort pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dessine, dans ses nuits d'insomnie, elle dessine, ça vous pouvez le... Oui, elle dessine, voilà ce qu'elle dessine. J'ai il y a toute la collection. Ce sont des tableaux qui sont de cette taille, de la taille du format raisin, et qui sont des tableaux au fusain et à la sandine, uniquement au fusain, c'est-à-dire au charbon noir. Eh bien, et voyez comment s'appelle ce transport, ce tableau s'appelle Transport. Pourquoi? Parce que Léna a écrit, là aussi, elle écrivait et elle dessinait toute la nuit, et elle disait oui, c'est écrit dans un texte, elle dit, oui, moi, tous ces visages que moi j'entendais, alors que vous tous, vous dormiez. Vous vous rendez compte? L'éveil à la conscience politique était déjà là à 14 ans. Et il faut dire, pas seulement là, c'est-à-dire toute la vie. Je peux anticiper en vous disant vraiment que, au départ, je disais toujours, oui, la tragédie allemande et les camps et Auschwitz ont été le fil rouge de la vie de Léna Vendré. Non, j'ai repris l'expression et je dis, ça a été son fer rouge, parce que ça a déterminé vraiment toute sa pensée, ça a déterminé toute sa vie et ça a déterminé toute sa tragédie, vraiment. Et donc, là, nous sommes à la veille, disons, de son départ, puisqu'elle a 14 ans, 15 ans, et donc dans cette adolescence, elle va quitter l'Allemagne, bien sûr. Donc là, Audrey, nous en sommes à... Oui, alors nous en sommes à l'arrivée en exil. Nous arrivons en exil, alors là, vous avez une autre page manuscrite de Léna, avec ce titre « Heimat », parce que ça va être un terme qui... Ce terme, d'ailleurs, n'a pas de traduction littérale en français. Heimat, on ne peut pas le traduire par patrie, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec patrie, ça n'a rien à voir avec là où je me sens bien. C'est, je pense, c'est une terre originelle. Voilà, c'est la terre originelle, voilà la Heimat. Et donc après cette page, vous allez être confronté, voilà. Alors là,
de quoi s'agit-il? Eh bien, nous sommes en exil. En exil, c'est l'exil parisien de Léna, parce que, évidemment, toute jeune fille qui quitte un pays dans ces années-là, on était d'abord jeune fille au père, bien entendu, et donc elle a choisi Paris de façon légitime et volontaire. Donc à Paris, l'exil parisien d'ailleurs qui dure toute la décennie des années 60, l'année 60, la décennie 60, eh bien cet exil parisien va se diviser en deux parties. Je vais essayer d'être assez rapide. Première partie, alors d'abord la première partie est très sombre, voire suicidaire. Vraiment, tous les textes sont excessivement... Elle écrit sur une petite machine que lui avait offert donc sa grand-mère, une petite machine Olivetti, et donc elle a ce petit bagage dans son exil, et elle écrit des poèmes, et elle écrit donc en allemand, et pendant ce temps, elle a plusieurs métiers, donc les petits métiers de jeune fille au père, de guide touristique en bilingue, trilingue, et ça va être quadrilingue. Ensuite, elle a été également traductrice en import-export. Donc tous ces petits métiers qui font qu'elle arrive à survivre. Bon, mais dans un désarroi absolu. Par exemple, et le soir, elle allait suivre donc des cours de perfectionnement en langue française à la Sorbonne. Et donc, j'attire votre attention sur ce texte. Je l'ai choisi parce que, franchement, voilà quelqu'un qui a 18 ans, qui a, et à peine 2 ans après, à 1 an et demi, 2 ans après, elle écrit, donc voici son poème en allemand, et qu'est-ce que vous avez à côté? Eh bien, vous avez la traduction, la transposition, pas une traduction. Je reviendrai là-dessus. D'ailleurs, c'est pas du tout la même chose. En tant qu'universitaire, je fais tout à fait la distinction entre traduction et transposition. Et la transposition de Léna, elle-même, elle transpose son texte en français et elle se corrige. Vous imaginez, au bout de à peine 2 ans de cours, de rattrapage à la Sorbonne. Donc, moi, je trouve ça fabuleux de pouvoir maîtriser une langue. Et après, tout à l'heure, je vous lirai vraiment, vraiment l'admiration de Léna pour la langue française. Et des phrases comme ça, franchement, c'est vraiment un hymne à la langue française. Elle a adoré écrire le français. Et donc, voilà, par exemple, elle a à peine 20 ans et déjà, elle se corrige. Ensuite, il y en a un autre aussi, et oui, et ce texte aussi est un texte où elle parle, ça c'est pour vous dire, par exemple, que, donc du coup, moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout feuilleté ma monographie. Donc, par exemple, je voudrais que vous voyez la souffrance de cet être qui n'arrivait pas à prendre racine, justement, et qui dit, par exemple, elle a 20 ans, et elle dit, je suis le passé, je suis le passé. Ou alors, par exemple, c'est cet autre texte, les cieux morts, oui, ou alors elle dit tant de souffrances et de sentiments d'étrangeté, avec cette pensée, cette pesante amnésie et cette torture qui n'appartient qu'à nous et non aux autres. Vous voyez? Donc ça, vraiment, la faute allemande a été, comme je vous disais, vraiment le fer rouge de sa vie. Ensuite, où elle dit « Le détachement, ce sort amer, venu de mondes et de temps ancestraux, surgit du néant, immense, il me guidera le détachement. Qui a connaissance de tes lois?
Qui soupçonne ton désarroi et qui connaît tes morts? Voilà ce qu'écrit une jeune fille de 20 ans, franchement. Donc, ça c'est la première partie de cet exil parisien qui est assez sombre, je dois dire. Mais il se trouve que peu à peu, elle arrive à intégrer par des connaissances, elle arrive à intégrer un cercle un peu plus feutré. Alors là, c'est pas du tout la même chose. Un cercle plus feutré, un cercle très châtié, avec un français très châtié, mené par, c'est un cercle littéraire, mené par l'artiste qui était à l'époque le portraitiste de toutes les célébrités, c'était Édouard McAvoy. Et Édouard McAvoy, parce qu'il était également d'origine huguenote, il a pris un petit peu sous son aile Léna Vendré en tant que figure de patriarche, parce que il trouvait qu'elle était très attentive et qu'elle apprenait très vite. Et par conséquent, Helena a dit j'ai beaucoup admiré son sens de conteur. En effet, c'était un conteur avec un français châtié. Vous imaginez, vous savez dans quel cercle elle a évolué? Dans cette deuxième partie de l'exil parisien, c'est-à-dire la fin des années 60, les amis de McAvoy étaient Monterland, Gide, Cocteau, et les Jean Marais et j'en passe, et Picasso dont il faisait les portraits, etc. Donc, vous voyez, c'est un milieu que finalement Léna a également effleuré. Non, je dirais peut-être pas côtoyé vraiment, mais effleuré en tout cas. Et dont elle a retiré beaucoup d'enseignements, surtout pour le français. Surtout pour le français. Et donc, dans cette deuxième partie de l'exil parisien, qui était un petit peu plus, disons, dont l'horizon s'ouvrait un peu plus, évidemment, il est devenu, on dirait aujourd'hui, c'était un peu plus glamour, parce que elle a été, donc, dans cette deuxième partie, elle a été interprète à Interpol, puisqu'elle était quadrilingue, interprète à Interpol, et mannequin chez Ungaro. Donc, c'était vraiment un autre monde. Et ce qui fait que... Mais c'est un monde dont elle... qui pourtant ne la satisfaisait quand même pas, parce que c'était un monde quand même assez dur aussi. C'est un monde très dur, ce monde-là. Le monde, disons, des personnalités. C'est un monde très dur. Et donc, elle décide, il y a une opportunité qui lui fait connaître, elle entend parler du Midi de la France, et ce Midi de la France, alors nous sommes à la fin des années 60, nous sommes vous savez que au début des années 70, l'autoroute du Soleil n'était encore pas construite, c'est la fameuse A7. Bon, alors donc, elle entend parler de ce Midi de la France, méconnu de la capitale, c'est-à-dire un midi aride, désertique et peuplé de ruines. Peuplé de ruines. Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de répondre à ce que cette génération-là, parce que Léna a également appelé sa génération, la génération des gens qui sont nés pendant la guerre, elle a appelé cette génération la génération blanche, c'est-à-dire une génération qui était co-victime. Et donc, cette génération a subi un syndrome et vivait dans le syndrome de la reconstruction. C'était le maître mot était la reconstruction. Et donc, elle voulait absolument reconstruire tout ce que son pays avait détruit. Et elle trouve, évidemment, matière à le faire sur les hauts plateaux du Gard, les hauts plateaux désertiques du Gard, que personne ne connaissait, surtout pas la capitale, et elle s'installe
dans une vieille masure, une vieille ferme, qu'elle remonte pierre sur pierre, dont elle fait un cloître splendide, dont elle fait son outil de travail. C'est son outil de travail, c'est son lieu de travail, mais c'est son outil de travail. Alors ce lieu sur les hauts plateaux du Gard, en allant vers les Cévennes justement, je pourrais dire que si l'exil parisien a été le déracinement, eh bien ici, dans le Midi, ça a été l'enracinement. L'enracinement, et parce que elle a adopté ce pays et le pays l'a adopté aussi, mais avec force travail et justement en bâtissant, parce qu'elle a été bâtisseuse, effectivement. Et par exemple, elle dira, mon Dieu, elle dira justement que dans ce pays qu'elle découvre elle découvre et elle est absolument attentive à tous les détails. C'est non seulement les pierres, mais la moindre herbe, le moindre coquillage, le moindre fétu de paille. Et elle dit, je ne cherche pas, je trouve. Et ça va être un déclic. Ça va être un déclic pour alors attends, bon, là d'accord. Bon, ici, voilà. C'est un déclic où elle vous dit, j'ai appris, je ne cherche pas, je trouve. J'ai appris que le don était le regard, à manier la pierre, le ciment, la couleur, le plâtre, le bois. L'expérience de bâtir était là, et la capacité se tenait prête. Alors, pour vous, Audrey, ça va être ça et ça. Ça va être... Et jusque-là, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un premier travail. Léna s'est dit, mais au fond, je vais essayer de reconstruire non seulement la bâtisse, mais aussi une œuvre. Je vais faire une œuvre qui sera à base de reconstruction. Et c'est la naissance des tableaux matiéristes. Les tableaux matiéristes, c'est créer. Elle dit que créer ainsi, c'est être sans cesse en symbiose avec la construction de la demeure et avec un sens profond pour la nature et le paysage. C'est seulement en harmonie avec ma vie que j'ai pu trouver mes images et mes poèmes. Quand chaque œuvre d'art, alors entendez bien, chaque œuvre d'art, chaque objet, chaque sculpture, chaque tableau ancien, chaque fenêtre et chaque mur était la condition d'une expression poétique. En effet, tout ce que Léna côtoyait était le sujet d'une expression poétique, était sujet à installation, était sujet à reconstruction. Et en effet, alors, qu'est-ce qui se passe dans ces tableaux matiéristes? Alors, les tableaux matiéristes sont nés de façon tout à fait fortuite, parce que sur ces hauts plateaux, il n'y avait pas le courant électrique, il n'y avait pas d'eau, il y avait une source, on avait une source. Léna Vendré a vécu 37 ans sur ce plateau désertique, dont 21 ans sans courant, et moi 20 ans. Et donc on avait des bougies, c'était très 18e, hein, très 18e. On avait des bougies et des lampes à pétrole. Et donc, un beau jour, il y a donc une bougie se renverse sur la nappe de lin. Et Léna constate que la nappe de lin, et pourtant elle le dit bien mieux que moi, tout a commencé. Elle le dit bien mieux que moi, vous allez voir,
je vais vous le dire. Elle vous dit, tout a commencé par une tache sur une nappe de lin. La cire à l'état liquide, voilà, c'est la cire. Elle a découvert que la cire avait des vertus. La cire à l'état liquide a cette capacité de glisser dans les mailles d'un tissu pour y devenir pierre. Conserver, recueillir, mélanger les éléments, les poudres, les objets sous la couche protectrice. Elle glisse sur l'autre matière, fragile, pour la sceller et en sauvegarder les pores d'une morsure acide du temps. Dans ma peinture, il s'agit d'une technique connue et utilisée. Elle a retrouvé, parce que Léna Mandré est quelqu'un d'autodidacte, certes, mais de très cultivé. Elle pouvait vous citer des livres par cœur, des passages entiers par cœur, de ses auteurs préférés. Et donc, elle était très cultivée. Et donc, elle a renoué avec une technique ancienne qui était connue dans l'Antiquité de Platon et de Sappho, mais également qui remonte à l'Égypte ancienne, c'est-à-dire la technique de l'encaustique, ou la peinture à la cire fondue. Les couleurs se délayent dans la cire brûlante et atteignent une tonalité chaude, un éclat, une longévité qu'aucune patine du temps ne pourra altérer. Ces images, ces tableaux et compositions échappent ainsi à l'emprise du temps dans une éternité de faux marbre. Voilà, donc il y a plusieurs étapes dans cette technique à la cire. Les tableaux matiéristes qui sont tous allés sont en donation également. Là, par exemple, il y a Portrait de l'artiste en Amazone. Eh bien, vous voyez qu'il y a une multitude de Intarsien, qu'on appelle en allemand, c'est des incrustations. C'est-à-dire, il y a tout ce qui tombait sous la main de l'artiste était inclus dans le tableau et devait aller dans le tableau. Et il y a d'ailleurs des choses aussi bien, futiles peut-être, le brin de paille, le brin d'herbe, le petit coquillage, la petite pierre, mais il y a aussi des choses très précieuses. Il y a dans certains tableaux des lapis lazuli, des vrais, il y a de l'ivoire et de l'os, enfin bref, des choses, des matériaux précieux aussi. Et donc, tout était nécessaire pour que le tableau existe. Et donc, ça c'est cette première partie du travail matiériste. Mais il y a une évolution, et l'évolution c'est celle-ci. C'est celle-ci, vous voyez, et ça, c'est la dernière phase des tableaux matiéristes qui ont duré des 70s jusqu'aux années 80. Et ça, c'est le dernier. Le dernier, parce que vous voyez qu'il y a une évolution, c'est-à-dire, bon, il y a toujours les yeux qui sont des éclats de miroir, des vrais éclats de miroir, que Léna découpait au ciseau, et elle avait les mains ensanglantées, et donc les yeux, mais il y a des étoffes plus ou moins précieuses, de la soie généralement, ou du coton, de la toile, et donc c'est-à-dire qu'il y a il s'exerce une sorte de dépouillement. Il y a un dépouillement, vous voyez qu'il n'y a plus d'incrustation. Et cette partie, c'est la partie finale des tableaux matiéristes. Parce que Léna n'a jamais refait ce qu'elle avait déjà fait. Elle n'est jamais revenue sur ce qu'elle a déjà fait. Elle n'a jamais fait ça deux fois, disons. Alors, donc, ce tableau s'appelle « J'ai une armure d'alphabet ». J'ai une armure d'alphabet, et là, je rejoins évidemment ce que Léna dit de la langue vivante, de la langue de la langue allemande et le passage à la langue française. Et quand elle dit, par exemple, quand tu es totalement sans défense,
que tu es armé jusqu'aux dents. Écorché, j'ai une armure d'alphabet. Et donc, elle arrive. Alors là, j'ai dit, par exemple, ici, lorsque elle a ici, oui, par exemple, quand je voulais vous lire, oui, là, ici, je voulais lui donner la parole. Quand elle vous dit, par exemple, quand elle vous dit, bon, alors là, j'ai mélangé mes pages, c'est pas possible ça, pourquoi? Non. Voilà. Quand elle vous dit, par exemple, maintenant, alors nous sommes en Provence, hein, nous sommes donc sur ces hauts plateaux désertiques, où vraiment on avait 15 hectares, donc à perte de vue, il n'y avait personne. La première ferme était à 2 km, je crois, ou 3. Il est maintenant possible de poser la question de savoir dans quelle mesure, dans ma jeunesse, j'ai choisi l'exil de la langue pour échapper aux espions et aux familles, afin de bâtir un monde de langue et de pensée qui me soit propre. On n'appartient pas à une nation, nous avons une appartenance de langue. Aujourd'hui, j'écris en toute liberté, le dictionnaire éclate sous les mots et je n'en connais que peu. Et donc, je voudrais vous lire ce qu'elle dit sur son mal de terre originelle, qui est un profond respire, une musique immense. Et c'est son éloignement d'elle, son être là. Et elle vous dira, donc, également, par exemple, dans Babylone Private, je voulais vous lire vraiment l'hymne à la langue française, s'il vous plaît, vraiment. J'adore ce passage. Et elle a appelé justement le fait de se retrouver en exil avec cette langue d'adoption, qui est le français qu'elle a chéri, eh bien, elle a appelé ça une Babylone très privée. Elle s'est trouvée, étant donné que nous vivions en plusieurs langues, donc elle trouvait que ça ressemblait à la tour de Babel, et donc une Babylone très privée. Certes, elle est enfermée, mais dehors. Elle est expulsée, mais dedans. La langue est notre première monnaie et notre dernier argent. Ce saut d'une langue à l'autre, élastique, gymnique, brillant, devant chaque texte transposé simultanément de la langue d'origine vers la langue étrangère, se dresse le mot « pardon ». Quel chemin pour atteindre une dextérité dans le maniement de la couleur et du corpus de la syntaxe, en traversant les forêts de la grammaire, en trébuchant sur les pierres de l'orthographe, sur les lettres d'amour qui sont autant de campagnes belliqueuses, jeux d'échecs, polémiques, pamphlets, presque une guerre des langages, toutefois non violente, où chaque lettre de l'alphabet est un incunable enluminé de gloire. Texte, matière, exil, captivité, attache, don de notre langue, expression d'une arrogante humilité. Vraiment, je trouve que c'est un très bel hommage à la langue française. Et donc, dans cet exil qu'elle a choisi, qu'elle a voulu, elle décide, elle décide finalement que il fallait
également, en même temps que recréer, reconstruire, il fallait aussi recréer des corps. Et c'est le fait de cette peinture matiériste au départ, c'était le fait de reconstruire, de refaire un petit peu comme si elle était elle-même, donc une Pygmalion, comme si elle était elle-même une démone qui recréait des corps, les corps que son pays avait détruits. Et après cet exil donc sur les terres désertiques, eh bien nous arrivons, il y a une deuxième partie de l'exil, c'est-à-dire là aussi une volonté de vouloir, peut-être de rejoindre à un moment donné quand même, après 37 ans, peut-être de rejoindre un peu la civilisation. Et c'est la raison pour laquelle nous avions donc dans les années 2000, alors là je vous parle des années 2000, nous avons acquis un hôtel particulier au bord du Rhône. Au bord du Rhône, nous sommes d'un côté du Rhône, côté Ardèche, et de l'autre côté, nous avons comme voisine la marquise de Sévigné à Grignan, de l'autre côté du Rhône, pour que vous puissiez situer, c'est ce pays au sud de Montélimar. Et donc, elle a voulu, Léna Vendré, créer son propre musée. Elle s'est dit voilà, et elle était très fière de pouvoir dire voilà, j'ai mon musée. Donc c'est un hôtel particulier où nous vivions au rez-de-chaussée et à l'étage noble de la baronne, puisque c'est une maison donc de naissance de la baronne Anne de Longevial, une très vieille famille ardéchoise. Et donc l'étage noble était l'étage consacré au musée. Et Léna était très fière d'avoir son musée de son vivant. Et surtout, elle était très fière aussi, parallèlement, lorsque nous étions installés là, au bord du Rhône, elle a été très fière de la visite de la Fédération nationale des maisons d'écrivains et patrimoine littéraire, et dont elle est membre. Donc, et vraiment là, ce jour-là, elle a été très très fière d'être membre de cette fédération nationale. Et donc, là, vous avez par exemple un exemple de travail qui s'est fait, qui s'est prolongé, parce qu'elle avait commencé un petit peu avec les cut-out, hein. Elle avait commencé un peu déjà sur les plateaux, mais ensuite, là, ça a été vraiment tout à fait poursuivi de façon systématique. Et effectivement, c'est une des parties que Gaëlle a choisi. Vous avez ici des cut-out. Alors pourquoi ? Il y a une explication. C'est parce que Léna Vendré a décrété un beau jour qu'elle ne voulait plus de toile de fond. C'est le cas de le dire. Il n'y a plus de toile de fond, il n'y a que les châssis dégagés, les châssis, donc le cadre, les châssis, et ces châssis donnent la possibilité justement au regard de créer son propre fond. C'est-à-dire que vous pouvez soit les suspendre, et donc le mur que vous avez choisi, eh bien c'est votre fond, ou alors comme Gaëlle a choisi très judicieusement des cut-out également sur chevalet, donc ce sont des sculptures qui se présentent sur des chevalets. Donc voilà donc le travail des cut-out. Et ce travail, il n'y a pas que des personnages, il y a également des figures. Ce sont des figures, Gaëlle a choisi toute une suite de figures de cette sorte-là qui étaient sur un mur, et Gaëlle a dit je veux tout le mur. Et donc il y a eu donc ce choix très 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 judicieux et très chouette. Et donc là par exemple alors je me retrouve moi dans mes notes ou pas bon, c'est un peu fou, il y a 5 quand même. Bon, alors, heureusement Audrey, merci. Alors ici, donc, par exemple, voilà ce que Léna vous en dit
de ces cut-out. Elle vous les décrit elle-même. Elle vous dit, voici une histoire de l'œil. D'aucuns sont en contemplation, les yeux clos. C'est un signe de leur temps. Ou bien l'œil est un poisson d'or. C'est lui, justement. C'est lui que Gaël a choisi pour les Sables d'Olonne. Ou bien l'œil est un poisson d'or, ou un carré, ou bien il se munit d'une double pupille, ou encore se réduit à un point, à un trait. L'œil du monde est vieux, il n'est plus miroir. Il essaie, par les battements de cils de son destin, de donner vie à l'esprit. Donc, ce sont des figures, mais ce sont également des personnages. On peut imaginer ces simples têtes peuvent nous donner la perspective du corps, nous invite à imaginer un corps. Et donc, c'est ce que voulait justement Léna Vendries, là. Et par exemple, elle dira dans alors 300, voilà, ici, elle vous le dira bien mieux que moi. Alors, par exemple, elle vous dit, ce sont des personnages et leurs objets qui sont montrés presque en abstraction, dans un grand silence, dit-elle, et comme en passant, comme si une machine les poussait hors du temps. Rarement des figures entières dans ce théâtre, ce sont des découpages dans les découpages, parce que vous pouvez imaginer justement la suite de la découpe. Le hasard joue un grand rôle, et l'objet, car il s'agit d'objets, et même d'objets trouvés, mais en soi-même, a parfois un cadre visible, le châssis parfois, un châssis chevalet, et parfois aucune fixation n'est reconnaissable. Pardon. Pardon. Ce qui permet le placement au milieu d'un espace en sculpture ou sur une simèse en peinture quand le mur deviendra le fond du tableau. Des têtes gigantesques, des figures petites, dans un ensemble, personne n'est ensemble. Les profils ne se rencontrent pas, et quand ils ne se trouvent, même s'ils se trouvent face à face, car il n'y a pas de regard de réciprocité, d'identification et de communauté. Ou alors, la seule communauté de la méconnaissance, source de toutes les formes. Voilà comment Léna Vendré vous explique donc ce passage au cut-out, voilà, dans ce texte-là. Très bien. Et parallèlement donc à ce travail de sculpture, parce que quand même c'est des sculptures de carton et très difficiles à découper, il y a des cartons très épais, il y a des grands aigles donc très épais et qui ne se découpaient qu'à la scie sauteuse, tellement ils sont épais et durs. Et donc après cela, nous avons ici ceci et ceci. Nous avons donc ce que Léna a fait parallèlement, des tableaux votifs. Des tableaux votifs, c'est-à-dire parce qu'il y a eu une réflexion sur le thème de la mariologie, et donc elle s'est dit, parce que quand même on peut se poser la question, est-ce que Léna était très, comment dire, elle avait le sentiment, c'était le sentiment du sacré, le sentiment du sacré, de quelque chose d'assez impalpable, et donc ce n'était pas du tout un sentiment ce n'était pas un sentiment de religion au sens religieux vatican du terme, pas du tout. Même j'irai plus loin, c'est qu'elle s'amusait justement, et dans ces tableaux votifs, qui ont comme caractéristique d'ailleurs, parce qu'elle voulait que nous avons 2 chambres de bonne, et donc dans ces 2 petites chambres de bonne, eh bien, c'était devenu la chapelle votive, parce que tout était accroché
comme dans une chapelle, vous savez, les ex-voto, quand les personnes, vous le savez, puisque vous êtes un peuple d'océan et un peuple de marins, eh bien, vous savez ce que signifient les ex-voto. Et justement, Léna voulait un accrochage dans nos deux petites chambres de bonne. Eh bien, nous avons un accrochage sauvage, justement, avec tous ces tableaux votifs. Et Gaëlle en a choisi tout un pan de mur, justement. Et donc, ces tableaux votifs, pourquoi ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont tous un cadre authentique, non retouché, issus de chapelle et sacristie. Ce sont des vrais cadres que nous avons dépouillé toutes les brocantes et antiquités de la région, d'ailleurs, pour trouver ces cadres-là. Et donc, les tableaux votifs sont une réflexion sur tous les saints, sur le monde de la religion et des textes de religion monothéiste. Et Léna était très, très Bibelfest. Elle connaissait ces textes religieux et le Nouveau Testament. Et donc, mais en regardant, par exemple, un beau jour, en regardant le calendrier, pour vous donner la tonalité quand même de cette réflexion, regardant le calendrier, elle se dit « Ah oui, bon, bien sûr, il y a des saints, des saintes, etc. Mais je crois qu'il en manque une, il faut que j'en invente une. » Et elle l'a appelée « Sancta, etc. » Donc, c'est pour vous dire qu'il y a à chaque fois une réflexion et le sentiment du sacré, mais avec distance. Et presque, parfois, quelquefois, un peu iconoclaste. Mais avec distance, et à distance respectueuse, effectivement. Voilà, donc ça c'est pour l'explication sur les tableaux votifs. Les tableaux votifs, donc, et il y a eu également un travail qui rejoint évidemment ce sens du sacré. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Là, ce que vous voyez, c'est un reliquaire. C'est un reliquaire, c'est-à-dire des reliquaires, alors que j'explique. Au départ, Léna s'était passionnée pour cette civilisation qu'elle découvrait, la civilisation du bassin méditerranéen, et en particulier tout ce qui était la civilisation, en particulier. Elle avait de la Provence, évidemment, de provençale. Elle a tout collectionné. Elle était une fervente collectionneuse. Et donc, elle a tout collectionné, le moindre bout de ficelle, le moindre bout de bois, le moindre clou, la moindre couverture provençale, les vrais d'avant, la moindre couverture provençale, les boutis, la moindre broderie, Alors, et elle s'est rendue compte qu'elle s'est passionnée pour une partie de cette civilisation provençale qui était vraiment tournée vers le sacré. Et le sacré, par exemple, les cellules de carmélites, les cellules de Clarisse, on en avait plus d'une cinquantaine, on avait des poupées de procession comme ça, on en avait une bonne trentaine, et elle avait des abécédaires, des broderies, les broderies sur soie, au fil de soie, et Léna s'est posé la question de dire, mais enfin, c'est un art, cet art, comment s'appelle-t-il? Et elle a créé donc là aussi un concept, parce qu'elle créait beaucoup de concepts, et elle a appelé ça die Kunst des Eingeschlossenseins, au départ en allemand, c'est-à-dire l'art de l'enfermement. L'art de l'enfer, parce qu'elle s'est posé la question, elle a dit, mais enfin, toutes ces religieuses enfermées dans leur couvent, toutes ces jeunes filles de bonne famille qui allaient se réfugier au couvent, justement, eh bien, que font-elles? Eh bien, elles font de l'art, ce sont des artistes. Et donc, elle s'est passionnée pour ce côté de l'art de l'enfermement. Et donc, là, lorsque... donc dans sa collecte, tout ce qu'elle avait collectionné,
c'est-à-dire vous voyez ici des petits bouts de papier, là des bouts de ficelle, là un bout de bougeoir, là une colonne, eh bien, et le reliquaire en lui-même est une boîte d'artisan. Et donc, Léna s'est vraiment passionnée pour cela et elle s'est dit, eh bien, je vais faire moi-même mes propres reliquaires. Et on les a appelés donc les oui, voilà. Alors par exemple, voilà ce qui pouvait se retrouver dans, donc ça c'est un pourpoint, un petit pourpoint d'une des poupées de procession. Ensuite, par exemple, l'autre, là, oui, là ce sont des vraies petites reliques de petites statuettes étrusques, là, qui sont dans donc dans ce reliquaire qui est une boîte d'un artisan, d'un ouvrier provençal. Ici c'est un peu plus... ici, ces colonnes-là, moi j'ai scié des candélabres et des bougeoirs de sacristie XVIIe siècle, parce qu'il fallait que le bout de candélabre rentre dans la boîte. Et elle a appelé donc entre autres donc des boîtes de Pandore et également des dons pharaoniques. Des dons pharaoniques, pourquoi? Parce que elle pensait que justement dans la tradition de l'Égypte ancienne, les pharaons et les pharaones emmenaient toujours leurs objets favoris, leurs objets familiers et qui leur étaient les plus chers. Et donc elle a appelé toute une partie de ce cycle des reliquaires, elle l'a appelé les dons pharaoniques et les boîtes de Pandore. Je peux peut-être faire un petit saut maintenant vers évidemment ce qui a été cette grande blessure de Léna, à savoir l'histoire de l'Allemagne, l'histoire tragique de l'Allemagne. Et donc là, c'est une réflexion majeure vraiment pour elle. Et c'est cette horreur et cette tragédie. Et elle vous dira par exemple, dans le cycle, elle a fait un cycle à Auschwitz et Gaëlle a choisi de façon très judicieuse quelques éléments de ce cycle qui sont des totems et qui sont des sculptures en fer. C'est du fer rouillé. Je vais vous lire ce qu'en dit Léna. Elle vous le dit elle-même. Elle vous le dit elle-même. Elle vous dit: pour faire le cycle des Hébraïques, je l'ai vu comme un devoir et une chance d'accomplir ce devoir. J'ai eu le problème propre à l'art essentiel, la charge de beauté que nous en attendons. J'ai cherché du fer à l'antique rouille et découpé. C'est vrai, nous battions la campagne pour trouver des plaques de fer rouillées, mais authentiquement et non pas synthétiquement rouillées. Donc elle a découpé ces plaques de fer. Et elle dit par exemple, pour l'artiste, le devoir est autrement pensé. J'ai construit ce cycle de manière à créer une mémoire définitive qui peut atteindre toutes les sensibilités. Le refus de faire de l'horreur de l'horreur. Autour d'une souffrance comprise et ressentie, je leur ai donné une vie dans une matière qui durera, dans une forme qui est éternelle. Et ce sont des sculptures d'une survivante, d'une très vigilante, éveillée, concernée, et aussi une manière de prière.
voilà ce qu'elle en dit pour ce cycle des hébraïques. Et elle dira également un peu plus tard, oui, il y a donc, oui, voilà, un des totems que vous avez ici. Donc l'autre, oui, celui-là, oui. Et ici, oui, et ici je reviens également sur cette pensée lancinante justement de la tragédie allemande qu'elle a repris. Alors là, elle a fait des dessins donc sur, ce sont des classeurs avec le récit en images pour des enfants des religions monothéistes. Et elle voulait que ce soit, elle imaginait que l'idéal serait que ce soit un jeu de cartes pour faire comprendre aux enfants toutes ces tragédies, justement, issues à partir de l'incompréhension, justement, de l'incompréhension ou de la mécompréhension des textes religieux, effectivement, et de leur distorsion, justement. Et par exemple, donc ça s'appelle Res Religiosa, et Léna Vendré a essayé d'en parler dans elle a écrit un apologue, donc une sorte de petit conte où Dieu est mis en scène et essaye de comprendre ce qui arrive à partir des malheurs donc sur la terre. Et en cas de... Oui, je vous lis la fin de ce petit récit. Les enfants donc d'Adam et Ève sont surgis d'ailleurs. Ils ont craint les fées et ils les ont appelées sorcières, les ont brûlées sur terre. C'est pour cela qu'elles ne viennent plus. Et les Valkyries de Wotan, les Amazones de Zeus, se sont abîmées dans les nuages, dans les hauteurs du bas, et la planète en est désolée. C'est-à-dire tous ces malheurs qui s'abattent donc sur la gente humaine. Et depuis, la dernière phrase de cet apologue, et depuis, le pardon de Dieu se fait rare. Effectivement. Et donc, voilà cette distance par rapport donc à la chose religieuse, res religiosa, dans la pensée de Léna Vendré. Et bien sûr, pour rester un petit peu quand même iconoclaste, elle a créé tout un cycle qui s'appelle les paradis. Les paradis. Ce sont des paradis verts, ce sont des paysages verts, surtout, avec beaucoup de couleurs. Il y en a quelques-uns de gris, et il n'y en a qu'un seul de rouge. Devinez pourquoi. Et donc, voilà la plupart des paradis sont de cette teinte-là. Et donc, Léna, voilà ce qu'elle vous dit, justement, pour expliquer cette pensée. Elle dit, il n'y a personne, tu es un pavot, on est une goutte d'eau au firmament, un écho, un bruissement, où la douleur n'existe pas, où les branches hochent la tête en leur rouge immaculé, et où le sommeil du globe a eu logis. Et plus tard, elle vous dit, qu'est-ce qu'il y a dans ces paradis? Il y a les bistres, les grèges, les blasons noirs aux feuilles roses, les mosaïques de myosotis, les gris, les fleurs de pierre, les pagodes de guêpes, les concerts de rouille, les sons verts éternels, les opéras violets, les puzzles du vent, les pyramides de souffle. Quelle merveille et quelle paix
constitue notre absence. Quelle belle idée de nous abstraire pour notre absolu salut. Félicité au murmure des sources, le jaune est une note aiguë, le sépia un claquement d'ailes, où loge le sourire dans la terre d'ombre. Les visions du paradis trouvent aussi peu de suffrage que les enfers d'Enguerrand-Carton. Et comme mes paradis ne seront pas des paradis, ils ne seront pas des paradis. Et elle dit, à vous dire en toute modestie que la nuit ne tombera pas sur les paradis. Et la dernière phrase, c'est « Après de longs vols, j'arrivais au jardin d'Éden et n'y trouvais personne. » Et donc, c'est pour vous expliquer que, si j'ai pu le faire un petit peu en quelques mots, c'est que il y a dans l'existence de l'artiste ou de l'écrivain, cette existence, elle a pour corollaire la liberté des langages. La liberté des langages, et dans le cas de Léna Vendré, c'est une liberté toute particulière, en effet, comme je vous le disais pratiquement au tout début, c'est une liberté hors la loi, c'est une liberté rebelle, mais cette liberté, elle est nécessaire, certes, et elle est fondée par essence sur le tragique, bien sûr, et sur rien d'autre. Et effectivement, si je veux faire un petit peu une boucle, que vous dire? Est-ce que je peux vous lire encore quelque chose? Je peux vous dire, mais je l'avais lu il y a un an, et certaines personnes avaient été très émues parce que, mais je trouve que c'est dans un épilogue, Léna Vendré a écrit un texte où elle se résume en quelque sorte. Et si vous permettez, je vous le lirai et je vous le relirai peut-être. Certains l'ont peut-être, si vous avez été à la présentation il y a un an, vous l'avez entendu. Et donc, mais je trouve que c'est important parce que elle se présente elle-même, elle se présente. Alors, est-ce que vous permettez que je fasse, disons, vraiment un grand écart? Un grand écart, d'abord, en tant que bébé, donc, tout à fait la prime enfance, quand elle est en Pologne, quand elle naît en Pologne, elle est sur les bras de sa nourrice polonaise. Et elle dit, je suis née... Alors, franchement, vous me permettrez ce grand écart. Je suis née à l'un des pires moments, ça c'était dans une interview à France Culture. Une interview à France Culture où on lui avait demandé donc quelque chose sur sa naissance. Je suis née à l'un des pires moments que l'histoire ait jamais connus, lorsque le diable régnait sur la terre. C'était l'Allemagne fasciste. Au moment de notre naissance, mouraient plus de 1000 personnes par jour. Le premier air que nous avons respiré venait des hauts fourneaux. Les drapeaux claquaient au vent et la petite meurtrière les applaudissait. Je travaille beaucoup sur le problème de ma naissance. Je l'appelle la naissance d'Eurydice, parce que je suis née dans le royaume des morts. Et effectivement, voilà le grand écart que je voulais vous faire. Elle a vraiment, et c'était à Lublin quand se passe cette scène où il y a les armées allemandes, et c'est à proximité du camp de Majdanek. Et donc, c'est quelque chose qu'il a... Et donc, la petite, il faut peut-être expliquer, ce que veut dire cette phrase, peut-être sibylline, et la petite meurtrière les applaudissait. C'est parce que sa maman, une personne très cultivée, je vous avais dit, une famille aristocrate, etc.,
bon, qui avait tout perdu avec le nazisme, bon, très bien. Sa mère était trotskiste et avait refusé l'argent que payait le gouvernement Adenauer aux personnes restées seules, etc. Elle n'en a pas voulu, elle l'a refusé. Elle a dit, moi je ne veux pas d'argent de ces gens qui oublient tout. Et donc sa maman lui avait dit, oui, mais quand tu étais bébé, elle était sur les bras de sa nourrice, quand tu étais bébé, tu as applaudi les drapeaux nazis. Léna lui a dit, écoute, franchement, j'ai été bébé, évidemment, un bébé qui voit des drapeaux qui flottent, évidemment, rit ou se réjouit. Bon. Et cependant, elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu ce qu'elle peignait dès son adolescence à 12 ans, 13 ans, 14 ans et jusqu'à 15 ans. Eh bien, vous avez vu, donc, elle disait à sa maman, elle a rétorqué d'ailleurs plus tard à sa maman, je crois que, tu sais, j'ai eu une conscience politique, je crois, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, je crois que c'est relativement précoce. Voilà. Donc, elle rétablissait un petit peu les choses. Et je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je ne sais pas, Audrey, est-ce que j'ai encore le temps de vous lire? 20 heures, oui. Je pourrais? Oui, 5-10 minutes. Oui, 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 bien sûr. Mais je voulais tellement avoir des questions, tellement avoir... J'ai monopolisé la parole, j'en suis honteuse. Bon, je voulais juste vous donner... Moi, je trouve que c'est le clin d'œil que vous fait Léna Vendré, vraiment, dans ce texte où elle se présente, vraiment, et vous allez vraiment en ressentir, je crois, l'ironie sous-jacente. Franchement, c'est ce que je voudrais que vous ressentiez lorsque je vous le lis. Et ce texte s'appelle « Je, moi et soi ». Déjà comme ça, hein, déjà ça commence bien. « Je » n'a pas beaucoup parlé de soi. À quoi cela peut-il bien tenir? Je est né en Prusse, une contrée qui avait cessé d'exister. Après l'évacuation du pays, c'était la débâcle allemande, je est devenue allemande. Les Allemands ont désigné l'enfant par Polak ou Ruski. Après l'exil en France, je est devenu la Boche. Je est maintenant une Polonaise de naissance. Je ne relève pas de la compétence des ambassades et consulats d'Allemagne. Je est une Française avec des racines polonaises. Une situation au demeurant fort confortable. Mais les gens flairent quand même l'allemande. Une fois encore, à quoi cela peut-il bien tenir? Pas à la blondeur, car je est devenue brune au lieu de grise. Pas au mode de vie, pas à la langue. Ni l'œuvre littéraire, ni l'œuvre picturale ne révèlent des indices de tautonie, et pas l'ombre d'un accent, nulle part. Parler sans accent. Qui était ce je? Qui était ce moi? Une jeunesse mal incarnée? Une figure de Gavroche? Une vaurienne? Une fausse erreur? Un lambeau d'étoffe mouillé entre les mains de lavandière? On sait bien comment elles tordent les tissus, les battent sur la planche à laver et les essorent à n'en plus finir. À présent, je vis dans un palais blanc à contempler des tableaux verts, à l'écoute de son moi. Si je a dit beaucoup de choses sur soi, il faudra savoir lire entre les lignes pour comprendre. Alors je vous laisse tout à fait le champ libre pour comprendre et donner vos interprétations, qui sont toutes les bienvenues. Voilà. Merci de votre attention. Merci pour votre attention.